Hello YouTube, le sujet du jour, ça va être sur Bayrou qui va peut-être sauter le 8 septembre prochain parce qu'il y a un vote de confiance. On connaissait pas cette nouvelle règle stylée, Koh-Lanta, Squid Game. Si l'Assemblée lui dit non, on ne fait pas confiance, il t'esso. Et derrière, dans la foulée, il y aura peut-être une dissolution. Et donc peut-être un moyen pour moi d'enfin être député. Bref, non mais au-delà de ça, c'est que ce qui a provoqué tout ça, c'est évidemment la présentation de son budget éclaté au sous-sol est très culpabilisant vis-à-vis de la classe moyenne et des classes populaires, comme d'habitude. Oui, il va falloir faire des efforts. Oui, chacun, tous les ans, vous nous dites de faire des efforts. Vous faites de la merde dans le budget. Et c'est à nous de faire des efforts. Mais ceux qui ont géré le budget, c'est quoi ce qu'ils encourent en fait? C'est quoi leur peine? C'est Bruno Le Maire, tout ça. C'est quoi leur peine? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont mal géré en fait? Parce que nous, de toute façon, on n'a pas de marge de manœuvre. Hein. L'argent, il est prélevé à la source. Avec les taxes, etc. et tout, on se démerde comme on peut. Sinon, il y a des saisies sur salaire quoi qu'il arrive. Donc clairement, il est où le truc? Elle est où la marge de manœuvre normalement qu'on est censé avoir, tu vois, sur ouais, on a trop dépensé. Vous allez dire on a trop dépensé en la santé, mais c'est le médecin qui nous autorise à avoir ou non une ordonnance avec les médicaments qu'il nous faut. Enfin, tu vois, on est comment? C'est le médecin qui nous arrête ou pas si on est malade. Enfin, donc explique-moi en fait, c'est quoi la marge de manœuvre de la responsabilité des petites gens? Et évidemment, ce qui est trop drôle, c'est d'écouter des politiques. C'est-à-dire des gens qui sont plâtrés, qui n'ont jamais taffé dans la vie active comme tout le monde, et qui te donnent des conseils. Vraiment, tu sais, c'est drôle, hein, c'est comme si vraiment tu avais un éléphant qui donnait des conseils à des poissons sur comment choper des branches dans un arbre. C'est exactement la même chose. Là, on regarde, on a Gabriel Attal, qui est invité aux universités d'été du MEDEF et qui va nous faire une leçon devant tous les patrons ou comment un millionnaire sans avoir taffé nous apprend la vie. On écoute tout de suite, on adore. Travail, c'est quand même central pour le bonheur dans une société. Parce que quand on travaille, on s'accomplit, on peut développer ses projets, sa famille, etc. Mais ce qui mine le bonheur et ce qui mine le travail, c'est pas un SMIC qui est trop haut. Le SMIC en France, il est plus haut que chez la plupart de nos voisins. C'est le fait que les gens restent tankés au SMIC pendant quasiment toute leur vie pour certains, parce que pour un chef d'entreprise, augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça lui coûte 400 €, parce que les charges sont trop élevées. Donc quand vous dites que vous voulez augmenter les charges qui pèsent sur le travail, au contraire, vous n'allez pas permettre l'augmentation des salaires. Et c'est pas l'augmentation imposée du SMIC qui permettra d'augmenter les salaires. Il y aura tout simplement moins de gens qui travailleront, et travailler, ça doit rester l'objectif. L'objectif de tout le monde, et toi y compris. Alors, il a dit pas mal de merde dans son laïus, hein, pas mal de merde. C'est un peu la marque de fabrique de Gabriel Attal. Et surtout, quand quelqu'un parle d'un domaine qui... Tu sais, on dirait moi, genre quand je parle de crypto, tu vois, avec des gens qui sont experts en crypto. Bon, bah là, c'est pareil. Moi, j'y connais rien. Lui non plus. Il sait pas du tout, en fait. À deux doigts de nous dire Nicolas qui paye, je te jure. Et en fait... Là, le truc, c'est qu'il te dit en gros, ça sert à rien parce qu'il parle au MEDEF. Le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. Il est en train, du coup, de justement essayer de se mettre la foule dans la poche, comme il y avait 10 000 patrons qui étaient hal. Et du coup, il te dit ouais, on peut pas augmenter le SMIC parce que le SMIC il est déjà plus élevé que dans d'autres pays et tout. Ouais, mais déjà, est-ce que leur pouvoir d'achat il est similaire au nôtre? Parce que tu peux pas sortir des trucs comme as de ton chapeau. Si tu peux pas, comparaison n'est pas raison, il faut contextualiser. Mais surtout, il te dit ouais, si augmenter de 100 €, ça en coûte 400 pour le patron. Alors je crois pas que ce soit. Je crois pas que ça soit vrai ce que t'as sorti, Chacal. J'ai d'ailleurs... je sais plus... Oh merde, je l'ai plus le message du ratio que ça coûte réellement. Enfin bref. Mais surtout qu'en France, on nous parle tout le temps de ça. Les droits tardés adorent nous dire ouais, mais faut pas augmenter faut pas augmenter le SMIC, machin. Faut surtout baisser les cotisations sociales si on veut, et baisser les charges sociales si on veut embaucher. Parce qu'ils nous font croire, les patrons, que si on baisse les charges sociales, ils vont plus embaucher. Hein. Ah ouais, ils vont grave embaucher. Hein. Ah, s'il y a moins de charges, j'embauche de ouf.
Bon, spoiler alerte, c'est faux. En France, ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations pour booster l'emploi et il n'y a jamais eu de boom. Il y a eu des exonérations sur les bas salaires dans les années 90. Ça a juste évité quelques suppressions au SMIC. La CICE, entre 2013 et 2019, c'était 20 milliards d'euros par an pour 100 000 à 200 000 emplois. Soit jusqu'à 300 000 euros l'emploi. Aujourd'hui, effet quasi nul au-delà du SMIC. Les boîtes gardent surtout des marges. Voilà la réalité. L'emploi dépend d'abord de la demande. Si les clients consomment, pas juste du coût du travail. Bref, en gros, baisser les charges, c'est surtout un cadeau très cher qui coûte beaucoup à l'État et qui n'est pas une baguette magique pour l'emploi. Voilà. Le plus important, si tu veux embaucher du monde, c'est que l'entreprise elle ait un carnet de commandes qui soit blindé. Et pour ça, il faut que les gens ils aient de l'argent pour consommer. Eh bah oui, parce que si les gens ont de l'argent, de relancer l'économie par le pouvoir d'achat, ah bah tiens, tu verras, ça marche. Hein. Tu verras, ça va être incroyable, comme en Espagne. Bah ouais, les gens, ils ont plus d'argent. Alors au début, c'est un coût que l'État, parce qu'il est là pour ça, devra encaisser, devra absorber, mais c'est un pari sur l'avenir. Je rappelle que l'État, c'est pas un foyer. L'État est immortel, a priori, donc il peut se le permettre. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas te retrouver avec des gens qui sont plus juste là à devoir payer leurs charges et à être à la gorge. Ils vont avoir un peu d'excédent. Ils vont pas que épargner. Ils vont se dire vas-y, on va se faire plaisir. On va s'acheter ci, on va aller bouffer là, on va partir en Kansva, on va faire des choses. Ah bah tu vas voir que là, plus t'as de la demande, merde, faut que j'embauche. Hein. J'ai l'argent de toute façon pour embaucher, donc je vais le faire. Et ce sera pas un souci. Donc c'est un truc de ouf comment ils nous revendent le même truc à chaque fois. Et pareil pour Bardella, lui il allait sur un autre sujet, j'ai pas compris. Lui et voilà où il veut trouver l'argent lui. Est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Donc, tu t'en bats les couilles en temps normal. Hein. De l'argent, il y en a. Oui, madame. Ouais. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense fiscale. La mauvaise dépense fiscale. Les aides à Gaza. Tu sais, c'est les seuls aides qu'il a su. Pas de Ukraine, non, Gaza. Ça, déjà, un exemple, hein, Gaza. Ça prend tellement d'argent que regardez en Outre-mer. En Outre-mer, ils n'ont pas d'oseille. Ouais, Bardella qui nous explique qu'il faut que l'Union européenne gère mal sa thune. Commence déjà à demander à ton parti à rendre l'argent détourné à l'Union européenne et puis après on ira parler. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, hein, parce que je le rappelle, le Rassemblement National, son parti, a été condamné pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens et une amende de 2 millions d'euros, dont 1 million ferme, avec confiscation d'1 million d'euros saisis pendant l'instruction. Et parce qu'ils avaient détourné, je sais plus combien de fonds publics, mais de plusieurs millions d'euros de fonds publics. Donc j'ai envie de te dire, Chacal, t'es mal placé pour parler de l'argent de l'Europe en plus, et de la mauvaise gestion. Vous êtes mal placé pour parler tout court. Normalement, pour moi, de toute façon, dès que t'es impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics, tu gicles. Il n'y a pas de nanani nanana, dans ma tête, je dis non, tu gicles. Il n'y a pas. À partir du moment où tu dois avoir un casier judiciaire pour faire des tafs style brancardier, il n'y a pas à avoir de casier quand tu fais des métiers où tu vis de deniers publics. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir un petit peu là comment tout le monde y va de son idée pour pouvoir aider à l'aide publique, à la dette publique et à faire des économies comme Pascal Praud. Pascal Praud, lui, c'est simple. Il a une idée, il n'en démord pas depuis la semaine dernière, on l'avait déjà montré. Pour lui, la dette n'a que majoritairement un responsable. Non, le sujet majeur de la France des 40 dernières années, c'est l'immigration massive qui a changé ce pays. Vous savez que vous dites la même chose, le sujet majeur c'est la souveraineté. Si on l'a pas, je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas d'autre problème pour lui. Il a tout changé. Je ne dis pas que l'immigration c'est pas un sujet. Je vous dis que le sujet, si vous ne comprenez pas ça, le mur qu'on ne veut pas voir et dans lequel on va rentrer. Si vous ne comprenez pas, Olivier de Lagarde, que le sujet majeur de la France, en 40 ans, c'est le changement de population, c'est que vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez pas, Pascal Praud, que le sujet majeur de la France, c'est l'endettement, vous ne comprenez rien. Eh ben, écoutez. On est obligé de choisir parce que franchement. Mais non, on n'est pas obligé de choisir. Mais il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. On a un sujet dont on parle. Il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. Il y a trop de noirs, je le dis et je le redis. Mais beaucoup. Et il y a un sujet dont on ne parlait jamais. Sauf que l'endettement de la France, on peut le résoudre
et que l'immigration massive qui a changé la France, vous n'y arriverez pas. Allons-y, résolvons. Donc lui, voilà, son problème, c'est ça, c'est pas l'endettement de la France. L'immigration, c'est le gros problème. Alors, Pascal, et je le dis pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont un oncle, une tante, des parents, des frères, des sœurs qui racontent la même merde que Pascal, l'immigration n'augmente pas le chômage, elle complète le marché du travail, des métiers sous tension. C'est l'INSEE et l'OCDE qui disent il n'y a aucun lien direct entre immigration et chômage natif. Donc ils prennent pas ton taf, ils prennent juste le taf que tu n'as jamais voulu faire. La France, elle n'est pas submergée par l'immigration, faut arrêter avec ça. 10,3% en moyenne en France de taux d'immigration contre 13% dans l'Union européenne. C'est stable depuis 30 ans. Voilà. Et la majorité, c'est des réguliers. Voilà. Que dire de plus ? Les immigrés coûtent plus qu'ils ne rapportent, c'est faux. Et ça, c'est France Stratégie et la CEPI qui disent que c'est soit un solde positif, soit c'est neutre. Mais c'est pas un solde négatif. Ils cotisent plus qu'ils consomment parce qu'ils touchent moins de prestations sociales. Je vous rappelle que quand on veut avoir un titre de séjour, il faut et qu'on a réussi à l'avoir après toutes les galères de CADA, de GUDA, de l'OFI, de l'OPI, de l'OFPRA et mon cul. Et ben après, avant d'avoir le droit de toucher un RSA, tu dois justifier de 5 ans de titre de séjour. Ok ? 5 ans. Donc le mythe là que Pascal Praud nous sortait de ouais non tu prends 1200 € dès que tu arrives en France, c'est faux. Et normalement tu devrais être condamné pour ça, pour dire de la merde, pour dire des trucs faux. Et en plus oui, comme tu le dis Razad, avec la natalité qui baisse drastiquement en France et d'ailleurs dans toute l'Europe, l'immigration elle est quasi obligatoire parce qu'on ne peut pas réarmer démographiquement étant donné que les gens veulent pas faire d'enfants, ça coûte trop cher. Donc, l'immigration est quasi obligatoire. Et le think tank Terra Nova parlait de 340 000 immigrés qu'on devait accueillir par an pour que d'ici 2040, on puisse maintenir nos acquis sociaux. C'est pas un mythe, là, Chacal. On a besoin de main-d'œuvre. Tu le vois bien. Même à Paris, ça devient un désert médical, Chacal. Quand tu demandes des rendez-vous, parfois, t'es là, comment ça, je dois attendre 3 semaines ? Et encore, c'est 3 semaines, hein. Mais moi, mon daron à l'île de Léron, il attendait 1 an pour une radio de ci, un IRM de ça, l'ophtalmo. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais le mec, aucune sanction. Comme je vous l'ai dit, quand tu joues pas ta peau, tu peux dire n'importe quoi. C'était la théorie de ce Taleb, là, l'auteur britannique. Quand tu joues pas ta peau, tu peux dire n'importe quoi. Moi, ma règle est simple. Si demain, je suis politique, je demande à ce qu'on fasse un ordre du journalisme. Au bout de 2 fake news non démenties dans les 48 heures à la même heure à laquelle la fake news a été dite, ou alors non prouvée, c'est-à-dire que tu as balancé un truc sorti tout droit de IFIAC et ensuite derrière tu nous prouves que c'était vrai, à la même heure le lendemain, voire le surlendemain, ok. Si tu l'as pas fait, première fois avertissement, deuxième fois ça dégage. Tu n'as plus le droit d'exercer le métier de journaliste ou d'un métier apparenté, c'est-à-dire prendre la parole sur des chaînes d'infos, etc. Tu iras dans un bistrot et tu iras refaire le monde avec tes potos ou tu ouvriras un Twitch ou une chaîne YouTube. De fake news, tu sors, c'est comme ça en fait. Normalement, ça devrait être la règle. Et s'il y a des journalistes qui sont là, non mais attends, mais il n'y a pas de non mais attends en fait. Parce que c'est trop important et c'est trop grave ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui gobent vos histoires parce que vous avez parce que l'autre il est habillé là comme le colonel Sanders de KFC. Les gens ils disent oh mais il a une cravate, ça veut dire qu'il dit vrai. Mais oui il y aura plus de journalistes, mais au moins du coup les gens ils auront la sion près. Parce que là ils ont aucune pression, ils sont grassement payés, ils ne jouent pas leur peau et donc ils disent n'importe quoi et parce qu'il n'y a pas de conséquences. Idem pour les politiques. Ils savent qu'ils peuvent avoir un casier et continuer d'être politiques. Ils savent, comme Bruno Le Maire, qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec le budget et il n'y aura pas de conséquences. Et ils ont en plus après des parachutes de ouf parce qu'ils se retrouvent dans des endroits de dingue derrière, soit dans le privé ou soit des petites niches et on va en parler juste après. Ah non, mais là, le KFC, mon frère, la colonel Sanders, c'est trop. Et là, regardez, alors là, et encore une fois, moi je déteste le ton paternel que prennent les politiques vis-à-vis des Français comme si c'était de notre faute que... Regardez Bayrou, là, ce qu'il est en train de dire. Il m'a rendu ouf. Regardez. Il montait à la tribune pour dire mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français. Ah bon? À qui on a mis à disposition pour les retraites
immense somme. Et vous savez que j'ai déployé des trésors de, je sais pas quoi, d'ingéniosité pour que ce chiffre Quel trésor apparaisse. Les retraites, ça coûte à l'État entre 40 et 50 milliards par an. Deuxièmement, pour la Sécu. Troisièmement, pour aider les entreprises. Non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais parce qu'une grande partie de ces sommes sont faites pour que des Français qui ne pourraient pas trouver un emploi, on appelle ça l'abaissement de charges. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la dinguerie qui vient de sortir. On a mis à disposition des Français de l'argent pour les retraites, pour la Sécu, comme le disait le commentaire de Dr Zoé en dessous. Mais chacal, l'argent, tu crois qu'il sort d'où? De ton fiac? Chacal, l'argent, il sort. Tu crois qu'il sort d'où? Les gens, ils taffent, en fait. Les gens, ils taffent et ils cotisent pour des putains de droits. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu commences à nous dire, vous avez vu tout ce qu'on a fait et comment on cotise et machin? Non, mais c'est une dinguerie, quand même. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, les recettes de cotisation sociale, elles représentent... alors, attends, je vais te sortir le chiffre. En 2023, ça montait autour de 400 milliards d'euros. Les cotisations, ça rapporte environ 400 milliards d'euros par an. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, t'es là en train de nous dire, ouais, quand même, on fait beaucoup de trucs et tout. On va faire un calcul très simple, chacal. Parce que là, tu commences à nous chauffer les oreilles. Je veux dire, il y a combien de gens qui touchent le chômage? Juste sur le chômage. Il y a environ 2,9 millions de Français qui étaient indemnisés par l'assurance chômage au début 2025. Il y a combien d'actifs qui génèrent des cotisations? En 2023, la population active, elle était de 30 millions de personnes. Bon, bah, chacal, je crois que là, ça va la balance. Ça va la balance, en fait. Sachant que le chôme-du, il est limité à 2 ans. Sachant qu'il est plafonné à 5K. Et c'est très rare qu'il y ait des gens qui arrivent à ce taux-là. Ça va, en fait. Nous, on taffe, sachant que, chacal, ça se voit que toi, t'as jamais eu les allocations chômage. Je suis prélevé à la source sur mon assurance chômage, sur mon allocation chômage. Moi, mon allocation chômage, elle est pas nette. Enfin, elle est pas nette, c'est marrant. Il y a un brut aussi dessus, parce qu'il y a des prélèvements à la source sur de l'aide. C'est considéré comme un revenu. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tu as cotisé pour pouvoir avoir une aide en cas où tu es en galère, et le jour où tu es en galère, on te dit ouais, on prend quand même une petite aide. Je me dis mais chacal, déjà c'est pas beaucoup, en plus toi tu me fais un prélèvement à la source dessus. C'est quoi, tu veux mon t-shirt aussi? C'est quoi le délire? Je sais pas si vous vous rendez compte, et avec tout ça, on ose dire aux gens ouais, quand même, hein, faut faire attention parce que vous bossez pas, enfin voilà, faut bosser plus. Tu crois pas même quand on bosse pas et qu'on a le chôme dû, on participe, frère. Même là. Et toi, tu viens avec tes grands chevaux comme ça? Va chercher les ultra-riches, chacal. Va chercher les putains d'ultra-riches. C'est vers eux qu'il faut aller chercher si tu veux de l'oseille. Les ultra-riches, en moyenne, ils payent 26%. Les plus riches, hein, ils payent en moyenne 26% de leurs revenus en impôts. Alors que la classe moyenne ouvrière, c'est en moyenne 50% de ses revenus en impôts directs ou indirects. C'est pas normal. Il n'y a pas une équité, là. La fraude sociale, tu t'en parles souvent, c'est 1 à 3 milliards d'euros. 1 à 3 milliards d'euros. Je sais pas si tu te rends compte. Sachant que la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Va les chercher là-bas. T'es 43 milliards au lieu de nous faire chier. Et puis t'as Gabriel Zucman. D'ailleurs, disclaimer, je m'étais trompé. Je vous ai dit qu'il était, donc c'est un économiste, qu'il était chercheur au CNRS. C'est faux. Je me suis trompé. Il n'est pas chercheur au CNRS. Il est prof à Berkeley, à l'ENS. Et il a eu des prix. Il est prof aussi à Londres. Au meilleur économiste de moins de 20 ans, etc. Bref. Et il a répondu à Bayrou. Il lui a dit, parce que Bayrou, il a dégagé d'un revers de main l'idée de faire des comment ça s'appelle, des trucs, des taxes sur les riches. Et il a démonté ses arguments un par un. Parce que déjà, Bayrou, il a dit il va y avoir une fuite des investissements. Donc déjà, c'est faux, parce que l'impôt plancher vise les ultra-riches, pas les boîtes. Donc il n'y aura pas de fuite d'investissement. Ça ne change rien à l'attractivité du pays.
2, en plus, je crois que c'est inconstitutionnel. Non, on a déjà la taxe foncière qui s'applique peu importe le revenu, donc pourquoi un plancher à 100 millions, ce serait confiscatoire? En plus, ça renforcerait le principe d'égalité devant l'impôt. Oui, non, mais et en plus, il y aura l'exit fiscal. Toutes les études disent que l'exit fiscal lié à l'imposition de la fortune est très faible. Le Conseil d'analyse économique en juillet 2025 chiffre qu'au max, il y a 0,03% des hauts patrimoines qui partent par an. Impact sur l'économie, moins 0,03% du chiffre d'affaires, moins 0,05% de valeur ajoutée, moins 0,04% d'emploi. Autant dire, c'est rien, c'est une marge d'erreur. Les plus riches, ils sont déjà dans un paradis fiscal en étant en France. Donc si demain ils partent, ou si demain, il n'y a pas d'impact, Chacal, il n'y a pas d'impact s'ils partent. Il exige déjà des garde-fous comme l'impôt qui suit le contribuable 5 ans après son départ. Et ça c'est intéressant. Et pareil, impossible juridiquement à mettre en place, c'est faux aussi, on peut structurer la taxe dès le départ, comme l'exit tax conforme au traité. Donc conclusion, il n'y a pas d'obstacle sérieux, ni économique, ni juridique, et si on le mettrait en place, ça nous permettrait de d'effacer l'injustice sociale, où les plus riches payent proportionnellement moins que nous, et donc on récupérerait 20 milliards par an. Et quand on parle des plus riches, on parle de ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros par an. Donc, Chacal, même si tu es à 8 ou 10 cas par mois, je ne parle même pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Donc, commence pas à faire tes discours de droit tardé. Oui, non, mais attends, nous, on travaille dur. Chacal, t'es même pas concerné. T'es une merde à côté de ceux qu'on target, en fait. T'inquiète pas. Et puis, pareil, moi, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler. C'est que le budget de l'État, des élus nationaux, etc. On en parle vite fait, parce qu'il faut en parler vite fait, très rapidement d'ailleurs. Les députés, indemnité de base, 7600 bruts par mois. Franchement, alhamdoulilah. Frais de mandat chaque mois, 5950 euros pour toutes tes dépenses, tes achats, tes machins. Sachant que cette enveloppe, normalement de base, t'étais pas obligé de justifier les dépenses. Donc les gars, ils se la mettaient dans la poche. Le budget collaborateur, c'est 11 000 par mois. Donc en gros, un député, c'est 24 000 euros par mois financé par l'État. Total annuel pour 577 députés, 165 millions 165 millions d'euros. Les sénateurs, ça coûte 120 millions d'euros par an. Le budget de l'Élysée, c'est 110 millions d'euros par an. La sécurité, les conseillers, les déplacements, la com, etc. Le salaire du président, c'est 15 000 euros brut par mois. Pourquoi autant, en vrai? Avec tous les avantages qu'ils ont, etc. Pourquoi ça devrait être de la monarchie, de la fonction politique? Pourquoi ce serait pas plutôt comme, limite, être dans un syndic de copropriété? Juste une fonction que tu te rajoutes en plus de ton travail et tu t'arranges, et il y a 2 jours dans la semaine où tu es en détachement politique. Ah oui, parce qu'on doit voir voter des trucs, on doit réfléchir, machin. T'es indemnisé sur ces jours où t'as pas taffé, mais le reste du temps, tu taffes. T'es encore dans la société civile, à côté tes profs, à côté tes employés. Et c'est ça qui permettait de garder une politique qui est connectée aux Français. Parce que là, clairement, on a des gens qui sont en privilège total. Et il y en a, ils ont fait leur carrière, toute leur life dedans. Il y en a, ils ont eu des tafs dans le privé ou dans le public, d'employés, tout ça. Mais il y en a, ils ont jamais, comme Gabriel Attal, jamais taffé. Qu'est-ce que tu vas écouter quelqu'un qui va te dire « Ouais, je pense qu'il faudrait ta gueule ». Non, pense pas. Tu n'as rien fait. Et tu es millionnaire en n'ayant rien fait, Chacal. Parle pas, en fait. Et la décence de ne pas parler. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même dans la haute fonction publique, il y a certains hauts fonctionnaires, genre des conseillers d'État, cours aux comptes, préfets, ils sont à 10 cas par mois. Parfois 15, 20 cas avec les primes. Les préfets, ils sont à entre 7 et 9 000 euros par mois, mais ils ont des logements de fonction avec des chauffeurs, plus les avantages. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Regarde, en résumé, il y a presque 2 milliards d'euros par an qui font tourner la machine politique et administrative. C'est une dinguerie. C'est énormément d'argent. Tu vas pas me dire que tu peux pas raboter là-dedans. Juste par principe. On demande à un Kevin qui serait au RSA de serrer la ceinture pour sauver le budget. Mais rien que nos élus et nos fonctionnaires, c'est plus de 2 milliards par an. Entre les députés à 24K, si on cumule tout le truc par mois, ou les préfets logés, chauffés, l'Élysée qui tourne à 110 millions d'euros par an, je suis désolé. Le bureau de la mairie de Bayrou, t'aurais pas dû ouvrir ta gueule, Chacal. La mairie de Pau de Bayrou, je sais pas si tu t'en souviens, mais Mediapart, ils ont révélé qu'à la mairie de Pau, ils ont claqué 40 000 euros d'argent public pour rénover le bureau de François Bayrou. L'objectif, c'était de redonner de sa splendeur. La dette de la mairie de Pau,
d'impôts sous Bayrou, elle a explosé. Elle est passée de 60 millions en 2014 à 111 millions en 2023. Au moment où ils nous demandent de se resserrer la ceinture. Mais toi-même, ça se voit que tu ne peux pas serrer ta ceinture. Alors, bien sûr, ils ont dit oui. Alors, attention, il ne faut pas faire une polémique artificielle. C'est pas du luxe, c'est une restauration patrimoniale. Tout l'hôtel de ville a déjà été rénové. Il n'y avait que son bureau qui restait. Voilà. Donc, voilà. Et c'est très dur. Comme en plus, son bureau, tu sais, il y est tout le temps. Hein. Il bosse de ouf dans son bureau. Donc, il fallait qu'il soit rénové. Et bref, il prêche l'austérité nationale, mais il s'offre un lifting à la mairie. Je suis désolé, c'est indécent. C'est indécent. Et moi, ce qui me fume, c'est que tu as des opérateurs d'État. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les opérateurs d'État. Les opérateurs d'État, c'est ceux qui sont financés en grande partie par de l'argent public, donc subventions, dotations, et remplissent des missions de service public. Recherche, culture, emploi, énergie, environnement, etc. Et ça a plein de formes. C'est soit des établissements publics, soit des agences, soit des offices, soit des universités. Genre le Centre national d'études spatiales, l'Opéra national de Paris, le Commissariat à l'énergie atomique, France Travail, des choses comme ça. Et ben eux, les salaires dedans, on en parle un petit peu des salaires là-dedans ? Bah si, on va en parler parce que je pense que c'est peut-être intéressant, tu vois. Regardez juste un truc. Ne serait-ce que... c'est parce qu'en fait, le problème... Pourquoi je vous parle des opérateurs de l'État ? C'est parce qu'en fait, on répète qu'il faut serrer la ceinture, mais ces postes-là, il y en a 434, hein, des tafs d'opérateurs d'État. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais quand même, écoute ça, parce que pour moi, ça fait partie des trucs à revoir. La moitié sont intouchables parce que ça touche à l'éducation et à la recherche, mais apparemment, il y a 145 postes qui vont être restructurés par Bercy. Et parce qu'en fait, c'est devenu des sas dorés pour hauts fonctionnaires. Le salaire moyen d'un cadre A+, dans la fonction publique d'État, c'est 5 800 € brut par mois. Mais dans les opérateurs, ça grimpe à 7 200. Et on ne parle pas de 2 ou 3 cas isolés. Par exemple, dans le top 10, à l'Opéra de Paris, le top 10 touche en moyenne 20 000 € par mois. Au CNES, à CEA, à l'IFPEN, c'est entre 16 000 et 17 000 € par mois. Même à la Comédie Française, où l'agence à la Comédie Française, ils sont autour de 6 ou 7 cas par mois. Au total, il y a 71 opérateurs qui versent aux 10 plus hauts salaires des opérateurs, donc plus de 10 000 € par mois. Pendant que les assos, elles galèrent à gratter des subventions, etc. S'il y en a qui ont parcouru un peu les demandes de sub, c'est comme ça. Bref. Et donc, t'as envie de dire, là, il y a des trucs à choper quand même, parce que c'est pas le même train de vie que nous. Je suis désolé, c'est pas le même train de vie que nous. Moi, ça m'a choqué de voir que... à la tête de l'Opéra de Paris, ça tapait des 20 cas par mois. Donc voilà, en vrai, voilà. Tout ça pour vous dire que... Et souvent, tu casses des hauts fonctionnaires et c'est des anciens politiques qui reprennent des trucs comme as, tu vois. 61% des postes bien payés, ce sont des profs d'université, des chercheurs, mais le reste, c'est du contrôle, de l'encadrement, des postes de direction. C'est le haut du panier et ils se font des passes D. Ils se font des passes D une fois qu'ils ont arrêté leur carrière de politique. Et ça, c'est niet. Enfin, on peut pas accepter. Donc voilà. Ce qui me fume, c'est qu'on nous demande à nous, les gens normaux, de faire des efforts, de payer plus, de serrer la ceinture, d'accepter que nos droits sociaux fondent, mais que quand tu lèves le rideau, tu vois que en fait, ils se foutent de notre gueule, quoi. Et que la vérité, c'est que l'argent, il est allé à chercher chez eux. Il est allé chercher dans les réformes qu'ils ne veulent pas mettre en place sur les ultra-riches, mais à aucun moment, c'est à toi, c'est à moi, de la classe moyenne, même ceux qui gagnent, je te dis, jusqu'à 8, 9, 10 cas par mois. Vous n'êtes pas concernés par ce que je dis, c'est pas à nous de faire des efforts supplémentaires. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et je vous jure que si je suis en politique, putain, comme il y en a certains qui me le demandent souvent, mais en vrai ça fait 10 piges que ça me trotte, et j'ai vraiment envie déjà de garder, si jamais demain je suis en politique, je suis député, peu importe, je vous jure que je garde CKR. Parce que c'est ça qui permettra de garder le lien et de faire remonter les demandes, les infos et de garder un ancrage. Après, moi, t'as vu, j'ai 37 ans, j'ai passé ma life dans la vie de tous les jours, donc j'ai pas le problème de Gabriel Attal. Mais tu vois, ça commence à m'énerver de juste parler sur Twitch, de parler sur scène, de parler sur les réseaux. J'ai envie d'aller un peu plus loin dans le bail. On passe aux no comments très rapidement, on fait le miel et après on attaque tout de suite avec le quoi d'autre en direct, en duplex avec ma chérie Galkani Cagnan pour parler de l'actualité culturelle. On passe aux no comments très vite. Attention, pas de commentaires sur le chat, que des emojis évidemment. Hop, c'est parti. J'arrive jamais à le faire rapidement. Avant j'avais mis un truc. Ah oui voilà, c'est ça. Non écoute, si jamais Nafta tu nous entends, elle va le mettre en emoji.
On commence avec le no comment, donc je peux pas commenter. En pleine crise du budget... Ah non merde, putain, j'ai déjà dit, Bayrou a dépensé 40 000 € d'argent. Je me suis spoilé. Israël a bombardé massivement le sud Liban et a violé le cessez-le-feu. Et en pleine crise politique, Emmanuel Macron a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour faire la promo d'un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Super. Super. J'ai pas le droit de commenter, pardon. Yu-Gi. Bref. Hop. Là, on va finir sur une dernière vidéo. C'est le miel. Pour faire passer tout l'épisode que je vous ai fait, cet épisode 107 de CKR. Un petit miel avec un throwback. Un throwback... Ah ben non, tu sais quoi, le miel de... Je vais le garder pour après. Là, ça va être Sarah Salman qui, depuis qu'elle a fait son report, son docu avec... comment il s'appelle Oh, j'ai perdu son nom là. Ruffin, François Ruffin. Franchement, elle prend des takes. Ils sont incroyables. Écoutez comment elle recadre Colonel Sanders du KFC. Moi, je suis désolé, il y a des aides sociales qu'il faut couper. Oui. Voilà. Et on a proposé des choses, par exemple, quand on dit qu'il faut changer le logiciel, les jeunes gens, je vous l'ai dit, sur le chômage, avant 30 ans, tu pourrais imaginer plus de chômage. Je vous l'ai dit. Mais tu pourrais dire, par exemple, en contre, pour donner, pour équilibrer, plus d'impôts sur le revenu non plus pour les moins de 30 ans. Ça n'a aucun sens. Bah, c'est pour ça que les gens parlent. Les gens disent toujours la même chose, c'est parce qu'ils sont pas d'accord. Vous trouvez que ça n'a pas de sens? Je trouve que ça en a. En fait, pourquoi ça en a? Parce que c'est donner du sens et de l'énergie de dire avant 30 ans, vous bossez. Mais d'après vous, pourquoi les gens prennent des aides? Non, mais vous dites qu'il faut supprimer les aides, mais pourquoi ils ont ces aides? De quelles aides vous parlez? Là, vous parlez des aides sociales qu'il faudrait supprimer. Oui. Donc pourquoi des gens demandent les aides? Mais ils ne demandent pas d'aide. Parfois, on leur donne des aides. Alors pourquoi on leur donne des aides? Mais parce que la société française a multiplié ces aides. Parce qu'ils sont dans le besoin. Non, mais il y a beaucoup de jeunes, qui travaillent, et qui au bout d'un an arrêtent de travailler en disant j'ai rechargé mes droits au chômage. Si on a des aides, on ne vit pas des aides par plaisir. Merci. Je rappelle que le nombre de personnes qui n'ont pas recours à ces aides versus et l'argent du coup qui n'est pas dépensé versus celles qui sont soi-disant fraude, c'est que dalle. Hein. Mais pardonnez-moi, nous connaissons tous, notamment dans la restauration, des jeunes gens qui travaillent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui ont le droit au chômage, qui s'arrêtent et qui reprennent, qui font des allers-retours. Et alors? En vrai, et alors? C'est un truc de ouf, ça. Le boulot qu'on fait pendant l'été et le boulot qu'on fait pendant 25 ans. Non, mais ça fonctionne. Mais oui, totalement. Ça existe. Sarah s'est fait marabouter par François Ruffin. Il n'y a pas de... C'est pas marabouter, c'est simplement... Moi, j'étais au contact du réel et je suis pas bloqué, cornérisé dans le 7e arrondissement. Je suis sorti, j'ai vu... Bravo, ça. Et j'ai changé ma position. Ce que vous devriez peut-être faire. Non mais ils sont ridicules, vraiment ridicules, et tu vois qu'ils n'ont aucun argument, et dès lors que tu les opposes à des chiffres ou à une réalité qu'ils ne connaissent pas, tu vois qu'ils sont vraiment nuls à chier. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description, et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.